Les experts basket saison 2, épisode 14. Très heureux de vous retrouver sur Monaco Info pour une nouvelle émission en compagnie toujours de notre consultant-chef Ali Traoré. Bonjour Ali. Bonjour. Comment ça va ? Écoutez, ça va très bien et vous ? Ça va très bien physiquement. Vous, j'ai l'impression un peu moins bien parce qu'il y a eu un match, je crois, de basket ce week-end. Oui, un grand match où on a battu la première équipe de toute la National 2. Donc personnellement, ça va bien. Mal au corps, mais dans la tête, tout va bien. Un gros calendrier pour vous aussi, comme celui de la Roca Team qu'on va tout de suite débriefer. On attaque ce débrief, Ali, par les matchs d'Euroleague. Il y avait 5 matchs durant cette quinzaine, mais 3 donc d'Euroleague. Le premier face à Milan. Pour remettre un petit peu dans le contexte, il y avait eu un calendrier très compliqué pour les Monégasques qui avaient enchaîné beaucoup de matchs, 3 en 4 jours. Et donc ça s'est bien mal passé contre les Milanais avec cette défaite 98-80. Qu'est-ce qu'il s'est passé tout simplement ? Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Forcément, on en a beaucoup parlé, Sacha Obradovic aussi en a parlé. Il y a eu beaucoup de fatigue, notamment engendrée par ce week-end de Coupe de France, qui est toujours mal placé, mais bon, ça c'est comme ça, il faut faire avec. S'habituer maintenant. Mais aussi, il faut le dire, il y a eu un manque de rotation pendant la Coupe de France, donc forcément, face à Milan, les joueurs étaient fatigués. Mais il y a eu un autre problème, quelque chose qui me dérangeait pas mal, c'est la défense, qui était aux abonnés absents face à Milan. Ils prennent 98 points. Avant ça, en Coupe de France, face à Nanterre, 92 points. Ouais. 90, face à Strasbourg, 92. Donc, au-delà de la fatigue, c'était vraiment les efforts défensifs qui étaient vraiment problématiques pour Monaco. Une stat pour illustrer ça, 58 points encaissés à la mi-temps par la Roca Team. Ça n'était bien sûr jamais arrivé. C'est trop compliqué de revenir dans un match. Surtout face à l'une des pires attaques de l'Euroleague. Milan, c'était la deuxième plus mauvaise attaque après Berlin. Je crois qu'ils mettent de tête à peu près 76 points par match, un truc comme ça. Donc sans prendre 98 face à Milan. C'était, c'est problématique. On ne peut pas gagner un match de basket comme ça face à une équipe comme Milan. Alors malgré tout, il y a eu un joueur qui s'est illustré, Kemba Walker, on en a beaucoup parlé depuis le début de saison pour son côté joueur de vestiaire qui mettait la bonne humeur et qui apportait son expérience. Sur le terrain, c'était un peu compliqué. Là, on sent que physiquement, ça va mieux, 10 points en 16 minutes pour lui. Oui, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Alors franchement, il faut louer son état d'esprit, parce que c'est pas facile quand vous passez de superstar NBA, 4 fois All-Star à joueur de complément en Europe. Il faut quand même avoir le mental par rapport à ça, mais en tout cas, ça se voit qu'il continue à bosser, parce que quand on fait appel à lui en Euroleague, il est souvent très intéressant. Vous l'avez dit, Sacha Obradovic avait évoqué cette fatigue mentale et physique pour les Monégasques qui n'ont eu que 2 jours ensuite pour jouer face à Valence, donc pour essayer de rebondir, et ils l'ont fait à l'arraché, cette victoire 79-78. Ils ont perdu 3 quarts-temps, mais ils ont gagné le match, c'est le plus important. Après, ça a enchaîné. C'est clair que là, ça n'allait pas. Au niveau de la fatigue, la fatigue était toujours présente, mais défensivement, c'était beaucoup mieux. Moi, c'était là où j'attendais vraiment Monaco. Élever le niveau défensif, encore face à une équipe pas très bonne en attaque, mais qui défend très bien. Donc, c'est normal que le score soit bas. Et ils ont fait le taf face à une équipe de Valence qui était clairement venue jouer un coup parce qu'ils jouent encore les play-in. Et les points encaissés dans ce match-là étaient vraiment très intéressants. Avec notamment un ancien de la maison, Damien Inglis, ça fait plaisir de le revoir aussi du côté de Gaston Médecin. MVP de la rencontre côté monégasque, Jérôme Blossom Game, 17 points, 100% au tir. Honnêtement, ça fait plaisir, c'est un joueur qu'on aime beaucoup, c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, qui taffe comme on dit. Par rapport à ça, même à l'image d'un Kemba Walker, c'est un joueur à l'état d'esprit absolument parfait. Très apprécié par le club, très apprécié par ses coéquipiers, un joueur qui, même dans les moments difficiles, parce que c'était dur de faire le step-up entre l'Eurocup et l'Euroleague, même dans les moments où il jouait très peu, il a toujours été positif, toujours bossé, et le travail paye. Clairement, cette année, pour moi, c'est l'un des joueurs primordiaux de cette équipe de Monaco. Et il a eu, on se souvient aussi, un vrai rôle lors d'un des matchs de finale à Roland-Garros pour offrir le titre face aux Mets. Un vrai joueur de devoir. On va aussi parler de l'importance de cette victoire. C'est vrai que si Monaco avait peut-être laissé échapper ces 2 matchs à la maison, ça aurait peut-être pas ruiné les chances de top 4, mais ça aurait vraiment changé la donne pour la fin. Ça aurait été compliqué. Vraiment, ils avaient un joker, ils l'ont cramé face à Milan. Et à partir de là, à partir de ce moment-là, pour moi, jusqu'à la fin de la saison, il en reste 2. Parce qu'il y a eu une victoire aussi à Lasvel, on en reparlera. Il faut plus perdre, parce que pour moi, ça va être compliqué d'avoir la deuxième place, parce que le Pana, ils ont un calendrier hyper favorable. Et dans le top 4, finir 3e, c'est une progression par rapport à la saison dernière, et on ne se rend pas compte, un représentant du championnat de France, 3e de saison régulière d'Euroleague, dans cette Euroleague ultra compétitive, mais c'est absolument dingue.
Le dernier match donc, de cette quinzaine, vous l'avez évoqué, sur la scène européenne, c'était face à l'Asvel, le premier dans la nouvelle salle du club rhodanien, mais ça n'a rien changé. 10e victoire consécutive pour la Roca Team face au club de Tony Parker. Oui, tout à fait. Alors le club de Tony Parker qui a fait une belle prestation, à l'image de ce qu'il produit ces derniers temps en Euroleague, ils sont plutôt pas mal, ils ont gagné quelques matchs de prestige. Voilà, même avant ça, contre Olympiakos, ils ont tenu pendant à peu près 35 minutes. Mais Monaco qui a un peu galéré, mais qui a su accélérer au bon moment sur la fin de match pour remporter cette victoire. Et dans le troisième quart-temps, ils sont à -11, je crois, les Monégasques. Et il y a 2 paniers à 3 points d'Eli Okobo consécutifs qui changent complètement le momentum. Eli va beaucoup mieux. Eli va vraiment très bien. Il a vraiment ce rôle de lieutenant de Mike James actuellement, parce que Jordan Lloyd, on le sait, il est souvent ménagé par rapport à ses problèmes de dos. Mais Eli Okobo, sur cette partie de la saison-là, il montre qu'il est vraiment très clutch et c'est un joueur au talent supérieur, on le sait. Ouais. Gagner un match quand on shoot à 3 sur 19 à 3 points, ça veut dire quoi? Qu'on a Monaco a finalement cette marge en fait sur l'Asvel, même quand ils font un mauvais match, ils peuvent quand même le prendre. C'est la marque des grandes équipes, capables de gagner un match d'Euroleague alors que l'adresse est totalement dans les choux. Ouais. Ça veut dire qu'il y a d'autres armes, et on le sait, il n'y a pas que le scoring à 3 points, il y a le scoring intérieur, les rotations, et voilà, tu as des joueurs, t'as 14 joueurs de haut niveau qui peuvent apporter à chaque moment du match. Ali, c'est le moment de sortir votre boule de cristal. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour les 2 derniers matchs et les 3 équipes qui sont à la lutte pour ce top 2. Alors, programme et calendrier pour Monaco. Réception du Žalgiris et du Bayern. Tout à fait. Programme les deux. Du Pana. Bayern là-bas et Alba Berlin à la maison. Ouais. Ça semble facile sur le papier. Tout à fait. Barça, réception du Maccabi, déplacement à l'Asvel. Qui est pour vous, parmi les 3 équipes, celle qui terminera 2e? Panathinaikos, clairement, parce que leur calendrier, là, je les vois vraiment pas. Je les vois vraiment pas perdre face au Bayern et face à l'Alba. Et Monaco, il y a eu un joker de cramé, malheureusement, face à Milan. Donc oui, peut-être celui de 3. Donc voilà, moi je vois clairement Monaco finir 3e, le Pana 2e et Barcelone 4e. Et ce serait déjà, on l'a dit, une superbe performance pour les Monégasques. Et pour être parfaitement complet, il y avait aussi 2 matchs de Betclic Elite durant cette quinzaine. Victoire à domicile face à Strasbourg, une équipe, ça rappelle des bons souvenirs, Ali Traoré, 92 à 78. Et aussi une défaite au buzzer à Saint-Quentin, 71 à 69. C'est le moment de passer au point d'Ali. Ali, vous avez évoqué ce mot rotation tout à l'heure lors du débrief. On va évoquer justement les rotations monégasques, notamment lors du match face à Milan. On a entendu derrière nous, en tribune de presse, certains confrères qui s'étonnaient. Pourquoi est-ce que Sacha Obradovic n'ouvre pas son banc lors d'une défaite comme ça, où ils avaient 15-20 points de retard, voire certains joueurs comme Peter Corneli, Mam Jaité, que certains estiment sous-utilisés. Voilà, expliquez-nous un petit peu. Mettez-vous dans la peau du coach. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas parfois ce genre de rotation? Alors déjà, dans la peau du coach, moi je pense qu'à ce moment-là, il espérait quand même revenir. Ouais. Alors, Sacha Obradovic, c'est un coach qui a vraiment ses joueurs forts. Ouais. Sur lesquels il s'appuie beaucoup, des fois un peu trop. Même moi, j'avoue, des fois, je trouve que il pourrait quand même reposer certains joueurs, comme Mike James, notamment sur les matchs de Coupe de France, etc. Mais clairement, pour lui, ce match de Milan, il a voulu jouer à fond jusqu'à la fin. Après, il ne donne pas beaucoup de chance. C'est-à-dire que vous avez 1 voire 2 chances pour montrer que vous êtes prêt à jouer. Si vous ne le faites pas, vous allez rester sur le banc. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas le seul coach comme ça en Euroleague. Le Panathinaikos, Ergin Ataman, il a 7 joueurs. Il y a 7 joueurs qui tournent et le reste, ils prennent les miettes de temps en temps. Il y a d'autres équipes comme ça dépend des coachs. C'est le style de Sacha Obradovic, il faut s'adapter. Les résultats parlent pour lui, en tout cas jusqu'à maintenant. Il n'y a rien à dire. Un mot justement sur le cas de Mam Jaité, qui a été titulaire pendant certains matchs d'Euroleague, qui a eu une bonne production, qui désormais ne joue moins bien. Vous évoquiez aussi hors antenne l'exemple de Dante Hall, qui était à la cave au début de saison et qui maintenant est excellent. C'est du management aussi. Mais c'est ça, d'être dans une grande équipe d'Euroleague. Et Monaco est une grande équipe d'Euroleague. C'est une équipe qui a fait le Final Four la saison dernière. C'est une équipe qui joue le top 3, voire le top 2 cette saison. Dans ces équipes-là, il y a une terrible concurrence. Et encore une fois, vous pourrez prendre l'exemple des autres équipes. Encore une fois, le Panathinaikos, le Barça, ce que vous voulez. Dans une saison, il y a des cycles.
Voilà, il y a des cycles. À un moment donné, c'était Dante Hall qui était au placard parce qu'il n'était pas bon, et Mame Diaité qui était sur le terrain parce qu'il était meilleur. Et maintenant, c'est Mame Diaité qui est un peu au placard. Il aura sa chance à un autre moment de la saison. Mais c'est vraiment par rapport aux besoins dans lesquels le coach Sascha Obradović il pianote. C'est vraiment, c'est la concurrence. Et j'ai eu la chance de jouer dans ce genre d'équipe-là. Ouais. Effectivement, vous n'avez pas le droit à beaucoup d'erreurs. Est-ce que ça veut dire que dans sa tête, il a plus ou moins deux équipes? Si je dois schématiser de façon un peu grossière, les Français qui ne jouent pas beaucoup, boum, on les garde pour le championnat Betclic où ils jouent 30 minutes, et peut-être les étrangers pour l'Euroleague. Après, clairement, je pense qu'il a quand même deux équipes dans le sens où il y a quand même des joueurs qui se détachent en Euroleague. Hein, on le sait, voilà, Mike James, Okobo, Alpha Diallo, John Brown, Moté Jonas sont des joueurs qui vraiment auront plus de temps de jeu en Euroleague. Et après, il y a certains joueurs qui auront plus de temps de jeu en Betclic Elite, c'est clair. Vous avez 14 joueurs, encore une fois, vous avez 14 bons joueurs qui peuvent jouer. Donc effectivement, il faut qu'ils fassent des choix par rapport aux compétitions. Est-ce que c'est un moyen aussi de les responsabiliser? On se souvient de l'interview de Mathieu Strazel qui dit « Moi, j'ai envie d'avoir le rôle de Mike James en Betclic Elite. Ouais. » C'est aussi un axe de progression pour eux? Clairement, de toute façon, Mathieu Strazel, comme je dis souvent, c'est lui qui fait tourner la boutique en Betclic, quand Mike James ne joue pas, ou alors même quand Mike James joue, Mathieu Strazel, il joue tous les 25-30 minutes. Après, on peut s'interroger sur l'utilisation de Yacouba Ouattara. Oui. C'est vrai que certains matchs, il ne joue pas du tout, mais il le sait, et ça fait partie du jeu. Voilà, c'est quelqu'un qui sera toujours prêt si on a besoin de lui. Et c'est la mentalité qu'il faut avoir pour jouer dans ce genre d'équipe. Encore une fois, le Real Madrid, il y a des joueurs, ils sont carrément même pas dans le roster. Ouais, après, ils viennent. Dans le 5 dans d'autres équipes. Ouais. Ils joueraient dans le 5 dans d'autres équipes. Mais déjà, c'est flatteur pour Monaco d'avoir une équipe où. Voilà, il y a pour moi, tous les joueurs dans n'importe quelle autre équipe de Betclic Elite, ils pourraient être dans le 5 majeur. Donc il faut pianoter par rapport à ça, c'est pas facile. Voilà. Alors tout le monde, dans sa tête, est un entraîneur, mais il y en a qu'un, et c'est Sascha Obradović, et il faut qu'il réfléchisse à utiliser son roster de la façon la plus optimum d'après lui. Et surtout, les résultats parlent pour l'instant pour lui, et ça depuis aussi plusieurs saisons. C'est parti pour la question du jour. On va traverser l'Atlantique, Ali, pour évoquer la NBA et cette course folle pour le titre de MVP. Rien que cette nuit, plusieurs candidats à ce titre ont été sur les parquets. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont fait de sacrés chantiers. Nikola Jokic avec Denver face aux Cavs, 26 points, 18 rebonds, 16 passes, son traditionnel triple-double de fou. Ouais. Moyenne sur la saison, 26,1 points, 12,3 rebonds, 9 passes. Ça n'a aucun sens, c'est irréel ces stats. Ouais. Luka Doncic, 47 points, 12 rebonds, 7 passes lors d'une victoire à Houston qui restait sur 11 victoires d'affilée. Je dirais que c'est pas le même sport. Ouais, ça. Après, il y a Nigel Davis qui a mis 50 points en Euroleague. Ouais, ça vaut au moins 80 en NBA pour moi. C'est un match comme ça. Moyenne sur la saison du Slovène, 34 points, 9,1 rebonds, 9,8 assists. Est-ce qu'on se dirige vers un duel à deux, Doncic-Jokic, pour le titre de MVP cette saison? Alors non. Pourquoi? Parce que déjà pour moi, Nikola Jokic est le MVP. Voilà, on peut en avoir. Pour lui, c'est 3 d'affilée, c'est signé, c'est réglé. On peut en avoir marre. Embiid a volé celui de l'année dernière parce qu'il y a eu une campagne un peu bizarre de certains consultants, Kendrick Perkins, pour ne pas le noter. Choix douteux dans cette Alors j'imagine qu'à la fatigue des voteurs, mais clairement Jokic, en plus quand on voit le différentiel quand il est sur le terrain et quand il n'est pas sur le terrain, son équipe est l'une des top équipes NBA. 52-23, le bilan. Voilà, clairement, pour moi, Jokic est le MVP. Après, Doncic, le problème, c'est qu'il n'a pas assez de succès collectif pour moi pour être MVP, mais il ne faut pas oublier chez Gilgeous, Alexander SGA, qui est le meilleur joueur de la meilleure équipe, au KC Thunder. En plus, c'est un joueur très élégant à avoir joué. Oui. Et clairement, pour moi, le titre de MVP se joue de ces deux-là, Jokic et SGA. Donc, encore une fois, un Serbe et un Canadien. Les joueurs américains dans les choux. 52-22, c'est le bilan d'OKC, qui est l'équipe qui a eu la progression la plus spectaculaire cette saison. On les attendait bien, mais peut-être pas à ce niveau-là. Les moyennes de Shai Gilgeous-Alexander, 30,3 points, 5,5 rebonds, 6,3 assists aussi. C'est quasiment du même calibre que les deux joueurs qu'on a cités précédemment. Oui, tout à fait, dans la meilleure équipe NBA actuellement. Et ce que j'aime beaucoup avec OKC, c'est qu'à part le trade de SGA, justement, ils ont construit leur succès avec la draft. Et ils ont une flopée de pics en plus. Et ils ont encore énormément de pics après. Donc là, on voit l'importance de la draft pour une franchise qui a un petit marché. Voilà, OKC, Oklahoma City, et ça ne fait pas arriver les superstars. Mais voilà, ils draftent des joueurs, ils les développent, et après, voilà, ça montre quand même la qualité du front office
de OKC. J'ai 2 noms à vous suggérer aussi, vous me dites si on les met dans la conversation. Giannis Antetokounmpo, 30,8 points, 11,5 rebonds, 6,4 passes. Encore un Et étranger. Jason Tatum, 27,3 points, enfin un 8,2 Américain. rebonds, 4,9 passes. Ils sont un grand en dessous. Oui, c'est très bien, mais c'est en dessous. Voilà. Parce qu'on le rappelle, pour le titre de MVP, c'est forcément un joueur très bon et impactant dans une équipe très bien classée. Tout à fait. Boston, c'est typiquement la meilleure équipe au bilan NBA, les 2 conférences confondues, 58 victoires, 16 défaites. Malgré tout, Tatum, on ne peut pas le mettre plus haut que les joueurs cités Voilà, précédemment. parce que c'est le titre de Most Valuable Player, le joueur le plus valuable. Alors, je ne sais pas comment on dit en français, mais voilà, Tatum, il est super fort, mais tu l'enlèves, ils peuvent quand même gagner des matchs. Moi, je ne suis pas sûr que Denver sans Jokic, ce soit autre chose. Encore une fois, je prends pour réponse le différentiel quand il est sur le terrain et quand il n'est pas sur le terrain. Il est pratiquement à un triple-double de moyenne. À chaque match, il va pratiquement nous faire un triple-double. C'est aussi le cas de Doncic. Oui. Franchement, c'est monstrueux. On est dans un physique absolument immonde. On n'aurait même pas dit un athlète de haut niveau. Franchement, chapeau, donnez-lui le titre de MVP et puis c'est tout. Et vous le rappeliez, malgré ce physique un petit peu douteux, il se blesse très rarement. Oui. Et ça, c'est ça quand même, ça prouve que voilà, il y a le narratif comme quoi il aime pas le basket, il travaille pas, blablabla. Mais c'est juste qu'il fait pas les vidéos comme tout le monde, workout, summer, machin. Mais il faut vous garantir qu'il bosse comme un petit fou. Il préfère être avec ses chevaux pour regarder ce que ça donne sur les courses. Tout à fait. L'ami Après, Jokic. cela ne nous regarde pas. Bien sûr. Rapidement, si on se projette pour la bataille pour le titre NBA cette fois-ci, avantage Denver, avantage Boston, qu'est-ce que vous voyez Avantage Boston pour l'instant, parce que c'est l'équipe, clairement c'est la meilleure équipe NBA actuellement. Mais après, voilà, ils sont toujours très forts en saison régulière. Qu'est-ce que ça va donner en play-off avec la pression quand les lumières sont les plus brillantes? C'est là que ça pêche un peu pour Boston. Donc pour l'instant, avantage Boston. Mais pour l'expérience, avantage Denver qui a montré qu'ils sont capables de gagner un titre NBA. Et de défendre d'ailleurs leur titre. Merci infiniment Ali d'avoir été avec nous. Reposez-vous bien parce que ça tirait un petit peu au niveau des jambes. Et oui, ça tire très fort. Hydratez-vous bien, c'est important l'hydratation. Et nous on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro des Experts Basket.